Retour au calme à Brasilia après l'invasion du Congrès de la Cour suprême et du palais présidentiel par des partisans de Jair Bolsonaro ce dimanche. À Londres, Rome ou encore Lyon, des milliers de personnes se sont rassemblées ce dimanche en soutien aux manifestations anti-régime en Iran. Conférence organisée par l'ONU pour aider le Pakistan à se reconstruire après des inondations dévastatrices. La France annonce apporter 360 millions d'euros. Au Brésil, les forces de sécurité ont repris le contrôle du Congrès, de la Cour suprême et du palais présidentiel après leur invasion par des partisans de l'ancien président d'extrême droite, Jair Bolsonaro, ce dimanche. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées. Le président brésilien, Lula, a fermement condamné cette tentative d'insurrection et a critiqué la police de Brasilia. Ils ont envahi les bâtiments et ont cassé beaucoup de choses. Et malheureusement, les forces de sécurité qui ont dû intervenir l'ont fait parce que la police militaire du district fédéral n'a pas agi. Il y a eu, je dirais, de l'incompétence, de la mauvaise volonté ou de la mauvaise foi de la part des personnes qui s'occupent de la sécurité publique du district fédéral. Et ce n'est pas la première fois. Vous verrez sur les images qu'ils indiquent le chemin aux manifestants. Certains bolsonaristes disent quant à eux avoir participé à une manifestation pacifique pour demander de nouvelles élections. Comme cette femme qui affirme que les casseurs étaient des membres du parti de Lula infiltrés. Après plusieurs heures de silence, l'ancien président Jair Bolsonaro s'est finalement exprimé sur Twitter, dénonçant à demi-mot les agissements de ses partisans. Les réactions de nombreux dirigeants du monde entier ne se sont-elles pas fait attendre? Le président du Conseil européen, Charles Michel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président américain Joe Biden ou encore son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont tous fermement condamné les événements et apporté leur soutien à Lula et à la défense de la démocratie au Brésil. Sur cette vidéo, le ministre brésilien des Communications montre l'étendue des dégâts. Du mobilier, des ordinateurs et des œuvres d'art de grande valeur ont été saccagées. Le président américain Joe Biden est arrivé ce dimanche au Mexique. Le chef d'État démocrate est sous pression du camp républicain. L'immigration illégale a pris de l'ampleur depuis son arrivée au pouvoir. En 2022, plus de 2 millions de personnes ont franchi illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis, un record. Pour sa première étape ce dimanche, Joe Biden a rendu visite aux gardes-frontières à El Paso. Ils ont pu démontrer leur système de contrôle des passages à la frontière, mais il n'a visité aucun centre de rétention de migrants, ni rencontré de demandeurs d'asile. La semaine dernière, le président avait annoncé de premières mesures significatives sur l'immigration. Chaque mois, 30 000 personnes originaires de Cuba, du Nicaragua, d'Haïti et du Venezuela pourront légalement obtenir des visas américains. En revanche, des dizaines de milliers de personnes seront repoussées si elles tentent de franchir illégalement la frontière. À sa descente d'Air Force One, Joe Biden a été accueilli par son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador. Ce lundi, les deux chefs d'État avaient prévu de se retrouver pour des rencontres bilatérales. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans plusieurs villes européennes ce dimanche en soutien aux manifestations anti-régime en Iran, comme ici à Londres ou encore à Rome. À Lyon, les manifestants ont rendu hommage à Mohammad Moradi, étudiant iranien qui s'est suicidé fin décembre, ainsi qu'à Mohammad Mehdi Karami et Mohammad Hosseini, exécutés par le régime iranien ce samedi. On avait beaucoup de Mohammad pendant ces manifestations, beaucoup de Mohammad qui sont victimes de ce régime. Oui, en fait, Mohammad, il a eu juste 22 ans. Et hier, il était pendu après une semaine de grève de la faim. À Téhéran, des dizaines de personnes se sont rassemblées devant l'ambassade de France ce dimanche pour protester contre les caricatures de l'ayatollah Ali Khamenei, publiées par l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo mercredi dernier. L'Iran a mis en garde la France contre ces caricatures jugées insultantes et indécentes. L'armée russe a affirmé ce dimanche avoir mené des frappes sur des sites militaires à Kramatorsk, dans l'est de l'Ukraine, en représailles au bombardement ukrainien de Makivka, qui a tué 89 soldats russes la semaine dernière dans la région de Donetsk. Mais à Kramatorsk,
On doute que les frappes russes aient fait des centaines de victimes, comme le prétend Moscou. Cet homme, qui y vit depuis 9 mois, dit n'y avoir jamais vu de militaires. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie n'avait pas respecté sa trêve unilatérale décrétée pour le Noël orthodoxe et a fait le point sur la situation sur le terrain. La situation sur la ligne de front n'a pas changé de manière significative au cours de la première semaine de l'année, dit-il. De violents combats se poursuivent dans les régions de Louhansk et de Donetsk. Bakhmout tient bon, bien que la majeure partie de la ville soit détruite par les frappes russes. Nos soldats y repoussent les tentatives constantes d'offensive adverse. Soledar résiste également, même si les destructions y sont encore plus importantes. Le gouverneur de la région russe de Koursk, frontalière avec l'Ukraine, a quant à lui publié une vidéo où on le voit s'entraîner au combat avec des mercenaires du groupe Wagner. Le village ukrainien de Bohorodishne, situé au nord de Sloviansk, dans la région de Donetsk, est presque entièrement détruit. Les habitants qui sont restés malgré les mois de guerre ont passé le Noël orthodoxe dans leurs maisons détruites où l'électricité et l'eau se font rares. Mykola Onchar est l'un d'entre eux, il se rappelle l'occupation russe. Est-ce que les Russes sont des libérateurs ? Qui sont-ils venus libérer ici? Ils sont stupides, ils ont bombardé l'église. Je leur ai demandé ce qu'ils faisaient et ils m'ont répondu quoi? Je leur ai dit que l'église qu'ils venaient de détruire était un monastère du patriarcat de Moscou. Quand je leur ai demandé pourquoi ils l'avaient détruit, ils se sont regardés comme des moutons. Mykola Onchar a perdu son frère et sa belle-sœur, tués tous les deux dans le bombardement de leur maison. Il lui reste sa mère, Nina, âgée de 91 ans. Elle explique n'avoir pas d'autre choix que de rester. C'est comme ça que nous vivons. Où aller? Vers qui se tourner? Mon autre fils a été tué. La famille Onchar n'a pas fêté Noël ce samedi. Mykola a préféré aller se recueillir sur les tombes de son frère et de sa belle-sœur au milieu de la ville détruite. Une ville qui ne compte désormais plus qu'une dizaine d'habitants contre plusieurs centaines avant la guerre. Aider le Pakistan à se reconstruire après les inondations dévastatrices qui ont frappé le pays il y a quelques mois. Voici l'objectif d'une conférence organisée par les Nations Unies ce lundi à Genève. La catastrophe que les experts attribuent au changement climatique a fait plus de 1700 morts et près de 8 millions de déplacés. Nous devons répondre à l'héroïsme du peuple pakistanais par des efforts et des investissements massifs pour protéger le pays, a déclaré le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Reconstruire le Pakistan de manière résiliente coûtera plus de 16 milliards de dollars et il faudra bien plus sur le long terme. Merci beaucoup. Le président français Emmanuel Macron a quant à lui annoncé par vidéo le montant de l'aide apportée par la France. Au Pakistan, nous avons donc décidé de mobiliser un total de 360 millions d'euros de projets qui vont être lancés pour répondre aux défis de la reconstruction résiliente et donc de l'adaptation climatique. Cette conférence est considérée comme un test de la volonté des pays riches d'aider les pays vulnérables à faire face à l'impact des dégâts climatiques après les engagements pris lors de la dernière COP27 en Égypte. Nous savions qu'ils étaient menacés, mais sans doute pas dans ces proportions. Une étude publiée dans la revue américaine Science prévoit la disparition de la moitié des glaciers de la planète d'ici la fin du siècle à cause du réchauffement climatique. Plus inquiétant encore, les chercheurs ont évalué différents scénarios et celui-ci est le plus optimiste. À ce jour, il s'agit des projections les plus précises sur l'avenir des quelques 215 000 amas de glace dans le monde. Les scientifiques précisent, ce sont les glaciers inférieurs à 1 km², situés en Europe centrale, dans l'ouest du Canada et aux États-Unis, qui sont le plus en danger.
L'étude donne aussi l'occasion à ses auteurs de rappeler l'importance d'agir sur les émissions de gaz à effet de serre responsables du changement climatique.